C'est un honneur, Monsieur Verdugo, d'être en présence d'un des 100 juifs plus influents du monde, aussi commandeur de l'Ordre du Trône, Légion d'honneur de part de la France. Donc, merci pour cette interview. C'est un plaisir de pouvoir s'adresser au public sud-américain, juif, dans votre magnifique revue. Donc, comment un petit garçon juif d'un pays arabe est-il arrivé à ces distinctions? D'abord, je suis né dans une famille de très grands rabbins. À Meknes, dans la ville où il y avait 16 000 personnes, il y avait 3 000 Verdugo. Et dans ma famille, il y a eu, parmi les plus grands rabbins du Maroc et du monde, puisque il n'y a même pas 3 mois, le président Herzog, la première manifestation qu'il a faite à l'intérieur de la présidence d'Israël, c'est la commémoration du 200e anniversaire de la mort de Rabbi Raphaël Verdugo, qui est mon ancêtre. Et nous avons fait ça, monsieur le président Herzog et moi-même, par vidéoconférence. Lui à Jérusalem, moi à Meknes, avec toutes les grandes personnalités marocaines sur la tombe de mon ancêtre. Deuxièmement, on a eu ici au Maroc les 3 derniers grands rabbins du Maroc. Donc ça, c'est une chose. En plus, je suis né dans une famille où mon père a été président de la communauté juive de Meknes de 1937 à 1968. Donc c'est lui qui a été un des interlocuteurs du roi Mohamed V pendant la guerre. Et c'est lui qui a été reçu par le roi Mohamed V, qui est le sultan, et au moment où ça allait très mal et où il fallait, disons, sauver la communauté juive. Donc j'ai baigné dans ce problème de la communauté toute ma vie. Mais mon père me disait toujours, tu sais, fais ce que tu veux dans la vie. Même vendeur de journaux. Mais ne rentre pas dans la communauté juive. Parce que si tu mets le petit doigt dans la communauté juive, toute ta vie, elle est finie. Et tu ne peux rien espérer que du travail, de l'ennui et pas plus. Donc jusqu'à 40 ans, je n'ai pas eu de relation avec la communauté juive. 35 ans. Puis il y a eu des problèmes à régler, donc j'ai commencé à aider, et puis après je suis rentré dedans. Et comme j'ai dit à mon père, j'ai mis le doigt et je suis ici. Alors, dans ma famille, c'est une famille qui est extrêmement attachée au Maroc. Et donc, bien entendu, les sentiments d'Israël sont les mêmes que tous les Juifs du monde, mais avec un très grand attachement au Maroc. Et nous n'avons jamais pensé, ni mon père, ni ma mère, ni moi, de quitter le Maroc. Donc pour nous, c'était mon pays, c'était là où j'habitais, c'est là où je voulais vivre et c'est là où je veux mourir. Voilà. Donc, nous, on ne voulait pas quitter le Maroc. Donc quand il y a eu toutes les grandes immigrations, il a fallu refaire la communauté. Et ça, je dois saluer les femmes, parce qu'elles ont su recréer une cellule familiale, malgré le fait qu'on avait perdu près de 90% de la population. Ce n'est pas rien. Il fallait refaire les synagogues, il fallait refaire le tribunal rabbinique, il fallait refaire les institutions. Et grâce à Dieu, avec l'aide du gouvernement, on a pu reconstruire une communauté solide, petite, mais vibrante, qui a toutes les institutions qu'il faut pour pouvoir vivre une vie juive normale, sereine au Maroc. Voilà. Ça c'est le background. Voilà. Donc,
Ça, c'est ma vie en tant que juif. Mais il y a aussi ma vie en tant que politique, puisque je faisais partie de partis politiques. Et qu'au moment où Sa Majesté a voulu créer un gouvernement de techniciens de haut rang, eh ben, il m'a demandé d'être ministre du Tourisme. Et je suis resté ministre du Tourisme pendant 3 ans, de 1993 à 1996. Ce qui est dans la longévité d'un ministère du Tourisme marocain, très important. Puis après, je me suis occupé des problèmes, disons, de relations publiques du Maroc à l'extérieur. Et j'ai été nommé ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi, ce que je suis encore. Ce qui ne m'a pas empêché d'être vice-président du Congrès juif mondial, depuis maintenant à peu près 20 ans. Donc c'est une position qui est très claire. Je suis un juif marocain, loyal à mon pays, et qui a des relations ouvertes, sereines, loyales avec le judaïsme international et avec l'État d'Israël. Voilà. Donc c'est assez particulier, c'est peut-être spécial, mais c'est un fait. Ça ne se contradit pas. Non, pas d'incompatibilité. Vous savez, j'ai décidé une chose il y a très longtemps. Je ne veux pas être schizophrène. Je suis une personne, je suis juif et marocain. Je suis juif et arabe. C'est ma personnalité. Donc je ne vais pas changer et je revendique ça et je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un atout. Moi, je fais ce que j'ai à faire et la seule chose qui m'intéresse, qui m'importe, qui mène ma vie, c'est la sérénité, le bonheur et la sécurité de ma communauté. C'est ça mon rôle. Et vous avez parlé d'un moment où il fallait sauver la communauté juive. Oui. C'est quoi ce moment? Ben, en 1967, vous savez, il y a eu plusieurs étapes d'immigration au Maroc. Pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes destinations. En 1948, facile, c'était messianique. L'année prochaine à Jérusalem, les gens sont partis, il n'y avait aucun problème. On était sur les Français, sur le régime français, le protectorat. Deuxième vague, quand le roi a été destitué en 1953, Mohamed V, des Juifs ont décidé de quitter le Maroc. Ensuite, il y a eu 1956. 1956, les gens ont eu peur de l'indépendance. Ils sont partis. Peu. Mais entre 1956 et 1961, au Maroc, c'était le paradis. Il y avait des Juifs qui étaient ministres, directeurs de cabinet, ils étaient à l'armée, ils étaient dans la police, ils étaient dans toutes les administrations. Il y avait un vent de tolérance, d'amitié incroyable. Il y a même une association qui a été faite, qui s'appelle le WIFAC, de l'entente, entre juifs et musulmans pour essayer de resserrer les rangs. Et en 1961, il y a eu un problème. C'est le premier sommet arabe au Maroc. Et les chefs d'État arabes du Moyen-Orient sont venus au Maroc. Et ils ont demandé, ce qui est normal, l'application des règles de la Ligue arabe par le Maroc. Et dans ces règles, il y avait des règles qui étaient impossibles à suivre pour les Juifs marocains. Interdiction d'immigrer, interdiction de relations avec Israël. Comment voulez-vous demander à des gens qui ont la moitié ou les 3/4 de leur famille qui est en Israël de ne plus avoir de... Donc, ils ont dit, ça ne va pas. Il y a un problème.
il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Rien. Mais une espèce de cassure. Donc en 67, il y a eu la guerre de 67. Et à ce moment-là, les Juifs marocains ne voulaient plus aller en Israël parce que ça allait très mal pour les Juifs marocains en Israël. Et donc le Québec, le Canada, a fait un pont d'or aux Juifs marocains parce qu'ils avaient une population éduquée, francophone, et donc ils ont eu tous les gens qui sont partis au Canada. Alors, ils sont partis au Canada, d'autres sont partis en Amérique latine, tous ceux de la zone nord, parce qu'eux ne parlaient pas français, ils parlaient plutôt espagnol. Et donc on s'est retrouvé donc en 67 avec une population qui avait diminué de 90%. Donc il fallait ou dire ben c'est fini, ça n'existe plus, on est fini, ou alors on dit non, on reste et il faut reconstruire. Pour reconstruire, il faut construire à la base de tout. Il faut tout reconstruire. Pour que ça reste, comme dirait Lampedusa, pour que ça reste, que tout reste comme ça doit être, il faut tout changer. Et bien c'est ce qu'on a fait. On a tout changé. Il y a une nouvelle équipe qui est venue. On a travaillé. Et l'histoire montre qu'on a plutôt réussi. Voilà. Il y a une chose quand même qui est importante, qui a été, disons, un des signes de la Renaissance. Tout allait très bien. Et puis, au moment où le roi préparait la marche verte, il y a beaucoup de Juifs qui se sont présentés pour aller à la marche verte. Beaucoup. Spontanément. Les musulmans ont été très étonnés de voir que des Juifs voulaient aller travailler pour le Sahara. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, nous, on avait fait une proposition au roi, mon équipe, en disant, nous, on voudrait bien aider le Maroc dans ce qu'il fait à l'extérieur, l'image, etc., etc. Et le roi nous a convoqués et nous a dit, vous savez, je ne vais pas vous amener au Sahara, ça va poser trop de problèmes avec la cacheroute. Par contre, si vous pouvez aller expliquer ce que c'est que le problème du Sahara à l'extérieur, faites-le. Et donc je suis allé avec 2 de mes amis à Paris, à Washington, à New York, à Montréal et à Ottawa. Et on a travaillé pendant une vingtaine de jours et on a expliqué. Et on a eu de très bons résultats. Et le roi était très content. Et donc, ça a été comme le ciment de quelque chose. Et tout a démarré de ça. L'adhésion spontanée, désintéressée de la communauté juive marocaine, aussi bien au Maroc qu'à l'extérieur, à la défense du Sahara, a ressoudé complètement les choses. Voilà. C'est intéressant. Il y a même une anecdote dans l'histoire du Maroc que les nazis sont arrivés et le roi a aussi sauvé les Juifs. C'est pas une anecdote. C'est pas une anecdote. Je vous ai dit que c'est mon père qui était là. Ah voilà. Alors, je vous raconte l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Les Français, ils ont voulu appliquer immédiatement les lois de Vichy. Immédiatement. Et le roi ne voulait pas. Mais le roi, il avait 30 ans. Le roi, il était sous la menace. Donc, il a attendu. Puis, un jour, les Juifs ont demandé à être reçus. Et il les a reçus. Ils étaient 4, dont mon père. Et ils sont arrivés au palais dans une camionnette de légumes. Alors, c'est quelle année? En 1941. 41. Et le roi
il ne voulait pas que les Français sachent qu'il y avait eu cette réunion. Elle devait être secrète. Donc ils sont arrivés dans l'appartement privé du roi et ils ont voulu faire les protocoles. Et le roi leur a dit non, non, aujourd'hui on n'est pas au stade du protocole. Il n'y a pas de protocole. Vous êtes venus en ami. Donc il lui a parlé, ils ont expliqué. Et c'est là où il leur a dit je sais quels sont les problèmes que vous êtes en train de subir. Je peux vous dire que rien ne vous arrivera à vous qui ne soit déjà arrivé à ma famille. Rien. Ah, c'est bon, c'est bon. Et vous allez dire à tous mes sujets juifs que je suis là et ma porte est ouverte et voilà à qui vous allez parler, qui doit venir me dire ce que vous allez faire. Donc, il y a une controverse là-dessus. C'est que quelques mois après, le roi a signé les actes de Vichy. Mais ce n'est pas les mêmes que ceux de Vichy. Il a obtenu des choses qui ont changé complètement la vie de la communauté et qui a fait que 95% de la communauté n'a pas été touchée par la guerre. Je vais vous expliquer. La première chose, c'est qu'il a dit que les autorités françaises ou étrangères n'avaient pas le droit de traiter avec les Juifs marocains qui étaient les sujets de Sa Majesté et qui dépendaient seulement de lui. La deuxième, il fallait leur accorder qu'il continue à exercer toutes les activités traditionnelles de la communauté juive. C'est-à-dire tous les Juifs qui travaillaient normalement comme avant n'ont pas été touchés, seuls ont été touchés les avocats, les médecins, ceux qui étaient devenus européens. Donc très peu. Mais tout le reste, pas touché. Troisièmement, il fallait que les écoles juives continuent à professer l'éducation traditionnelle et religieuse. Ce qui fait que toutes les écoles juives du Maroc ont continué à travailler, l'Alliance a continué à travailler, payée par le gouvernement. Payée par le gouvernement. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de problème du tout pendant toute la guerre. Alors pour moi, je considère, parce que je suis un témoin, puisque mon père me l'a dit à moi, donc je suis porteur d'un témoignage. Comme Elie Wiesel, on m'a donné un témoignage, je suis devenu témoin. Le roi du Maroc a sauvé les Juifs de l'Holocauste. Du Maroc. Et je vais vous dire une chose. Au Maroc, il y a eu des camps de concentration. Il y a eu des Juifs dedans, mais des Juifs étrangers. Il n'y a jamais eu un Juif marocain qui a été inquiété pendant toute la guerre. Toute la guerre. Parce que le roi n'avait pas de compétence sur les Juifs étrangers. Il ne pouvait rien faire. C'était les Français qui faisaient ce qu'ils voulaient. C'est comme s'ils avaient fait une délocalisation de l'horreur. Ah oui. Que pouvez-vous nous dire sur la communauté juive de Casablanca? Pourquoi elle est plus nombreuse que les autres communautés? Alors, au départ, il y avait plusieurs communautés grandes, tout ça. Mais à partir du moment où vous concentrez les institutions les plus importantes, les écoles, les dispensaires, les centres de jeunesse, tout ça, dans une ville, il est évident que les gens viennent ici. Donc on a refait une communauté. Vous savez, ça a l'air de rien comme ça, mais il a fallu refaire le tribunal rabbinique. Le tribunal rabbinique, les gens qui sont au tribunal rabbinique sont des gens qui sont payés par l'État, qui disent la loi de Moïse, la vraie loi de Moïse, pas comme en Israël, la loi de Moïse. Ici, au nom du roi. C'est au nom du roi qu'ils le disent, parce qu'ici, il y a un phénomène qui est peut-être le plus important, et que les gens ne comprennent pas aussi,
c'est que ici, le roi est commandeur des croyants. Commandeur des croyants, pas des musulmans. Commandeur des croyants, musulmans, juifs et chrétiens. Et le roi a une obligation religieuse de protéger les personnes et les valeurs sacrées du judaïsme marocain. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'institutionnel dans sa fonction de roi. C'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi il y a cette indéfectible affection entre le roi et les Juifs. Parce qu'il y a une relation religieuse. Vous savez, ici, Dina di Malkouta Dina, ça marche. Hein? Quand le roi s'occupe des cimetières, il s'occupe d'une partie des croyants du Maroc. C'est dans son rôle. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, parce que ça, c'est le roi qui l'a demandé. J'ai travaillé pendant 12 ans pour faire 190 cimetières. Donc il a fait ça dans l'année 2010, non? Oui. Après avoir réglé les problèmes de fonctionnement de la communauté, de structure interne de la communauté, la communauté a commencé à dire qu'il fallait sauver le patrimoine. Et donc on a créé le musée de Casablanca, on a créé la fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, on a fait une dizaine de synagogues, quelques cimetières, et puis on a eu cette association, cette fondation a été reconnue d'utilité publique. Donc ça veut dire que l'État nous soutenait. En 2010, le roi, il a reçu une lettre d'un rabbin marocain de New York. Et la lettre est arrivée et il m'a dit il faut régler le problème des cimetières. Je veux. C'était qui le rabbin? Raphaël Benchimol de Manhattan, qui a envoyé cette lettre. Très gentil, comme il y a des milliers de lettres, et celle-là, elle a eu la chance d'arriver et d'avoir une réaction, grâce à Dieu. Et donc, on a fait pendant presque 12 ans, on a fait 190 cimetières dans toutes les régions du Maroc. Et aujourd'hui, on est en train maintenant de finir les mausolées, les sanctuaires. Mais c'est un travail qui est unique dans les annales mondiales. Il n'y a jamais eu ça. Vous allez voir le livre, il faut regarder le livre. Il faut regarder. Venez voir. Mais regardez. Alors, ça. Alors là, il y a une théouda de 26 rabbins marocains qui remercient le roi. Et là, et là, vous avez tout le travail qui a été fait avec les analyses. La maison de la vie. Hein? Bet Haïm. Bet Haïm, oui. Avec les cartes, oui. Ah, c'est une œuvre d'art, ça. Ben oui. Alors, on a trouvé quelque chose de très particulier. C'est les tombes anthropomorphiques. Ces tombes anthropomorphiques qu'on trouve à Tétouan, à Tanger, à Silla, à Larache, à Kbir. Et un peu aussi à Salé. À Salé. Ce sont des tombes avec la forme humaine. Et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas quand. On pense que c'est du temps des Portugais. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est les tombes des saints qui sont dans le mur de la ville.
à Meknes. Ah, Meknes. Regarde, vous voyez? Ça, c'est Abraham Ben Diwan. Vous avez été, non? Prier. Oui. Ça, c'est... Donc, on a fait un travail de fou. Ouais. Ouais, ça, c'est... Ça, voilà comment c'était, vous voyez? On a fait un travail à Tanger. Vous voyez, voilà le travail qu'on fait, quoi. On a fait beaucoup de travail. Et c'est quand même 40 km de mur. Hein. C'est 200 000 mètres carrés de pavés. C'est 20 000 tombes. Ouais. Regarde. Impressionnant. On a fait une analyse et on s'est aperçu d'une chose, c'est que 90% des cimetières juifs étaient en pays berbère et pas en pays arabe. Et que, Et pourquoi? d'abord parce que dans les pays, en pays berbères, c'est plus petit, On va voir. donc il y a plus de gens. Et quand vous allez vers les villes, il y a plus de monde. Mais il y a un seul cimetière pour plus de monde. Donc. Mais quand on regarde le nombre des saints, des tzadikim, presque tous, ils sont en pays berbère. Et les relations entre les juifs et les berbères sont très spéciales. Quand il y a autre chose que je vais vous dire qui est importante. Les Juifs sont installés ici depuis 3000 ans. Quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé des autochtones. Ces autochtones, ils étaient animistes. Il y en a beaucoup qui se sont convertis au judaïsme. Et quand les Arabes sont arrivés au Maroc, pour conquérir le Maroc, ils ont trouvé des Juifs, des animistes et des tribus berbères judaïsées. Même leur nom. Vous avez des tribus qui s'appellent Aïd Ba'abran. Amran, c'est Aïd Yitzhak, les enfants d'Yitzhak. Ce sont des gens, ils le savent. Et ils te le disent, nous on est d'origine juive. On nous a même parlé d'un Cohen qui est musulman. Oui, mais là c'est autre chose. El Cohen, ça vient du fait que, à un certain moment, sous les Almohades, il y a eu des conversions forcées à Fès, et des familles juives qui s'appelaient El Cohen sont devenues musulmanes à Fès. Ça n'a rien à voir avec les Berbères. On a recréé les Hiloulot. Ça n'existait pas. En 1987, quand moi j'ai pris les rues, il y avait une Hiloula à Abraham Ben Diwan avec 50 personnes. Aujourd'hui, il y a 4 000, 5 000, 6 000 personnes. C'est extraordinaire. Partout. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui disent, moi je vais mettre de l'argent, je vais arranger le sein. Donc le problème de la problématique, pas le problème, de la préservation du patrimoine juif marocain est une préoccupation majeure de Sa Majesté le Roi, qui veut que cette facette du patrimoine marocain soit préservée et promotion. Et donc on a le musée de Casablanca, le musée du Bella de Casablanca, le musée de Tanger, qu'on vient de finir, et en construction, il y a le musée national du judaïsme marocain qui a été créé par le roi, à Fès, qui va être le grand vaisseau amiral. Et vous allez participer dans ce musée? Ben, je suis le président du comité bon scientifique. Seulement. D'accord. Là, c'est très intéressant. Et maintenant, à presque 2 ans du rétablissement des liens entre Israël et le Maroc, quel résultat y a-t-il? Quel avancement?
Moi, je pense que ça se passe très bien. Le Maroc est un pays qui est très... L'évolution doit se faire dans le calme, dans la sérénité. Je pense qu'il y a énormément de visites d'Israéliens et de Marocains qui vont là. Je pense que l'ambiance entre les deux se passe bien. Les touristes, pour l'instant, nous avons reçu plus de 70 000 touristes maintenant. Rien que pour les fêtes de Pâques, il y avait 25 hôtels qui avaient des CDR et on a reçu peut-être 22 000 ou 23 000 personnes. Pour nous, c'est un très grand challenge, très difficile, très compliqué pour la communauté de passer d'une cache-route pour 5 000 personnes à une cache-route pour 150 000 ou 200 000 personnes. Mais je dois dire que le gouvernement nous aide complètement à tous les points de vue, technique, administratif, légal et même financier. Parce qu'ils considèrent que le Maroc doit avoir une cache-route qui soit une cache-route fiable, une cache-route viable, et qu'elle soit parmi les meilleures cache-routes du monde. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où c'est l'État qui fait ça. Pour les autres pays, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Mais ce n'est pas quelque chose qui se place maintenant dans la conjoncture. Ça vient de très loin. C'est une très vieille histoire. Il le sait, il n'y a pas eu que des choses extraordinaires au Maroc. Il y a eu aussi des problèmes. Mais où il n'y a pas eu de problème? Où? Par contre, moi je peux dire une chose claire. De tous les temps, les Juifs ont vécu mieux au Maroc qu'ils ont vécu ailleurs pendant la même période. C'est-à-dire quand vous faites l'histoire, vous dites, il y a eu un problème au Maroc, oui, mais il est divisé par deux par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Donc on a toujours été privilégiés. Oui. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Pourquoi les Juifs du Maroc, ils aiment le Maroc? Pourquoi ils veulent revenir? Pourquoi ils se sentent bien? Ils se bagarrent pour ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été rejetés par le pays. Jamais. Et ils n'ont jamais renié le pays. Ils n'ont jamais rejeté leur pays non plus. Ils n'ont jamais rejeté. C'est le seul pays au monde où il y a ça. Les autres, ils ont été ou rejetés, ou reniés, ou ceci, ou cela. Ou chassés. Parce que comme moi, je suis du Liban. Oui. Donc j'ai dit, en général, dans les pays arabes, les Juifs ont été chassés. Mon père était de la Syrie. Donc, ils ont été chassés et je lui demandais si quelque chose comme ça ne s'est pas passé. Tout ça, c'est la base, c'est lié au commandeur des croyants. Amir el-Mouminin. Tout ça tourne autour de ça. Oui, c'est incroyable qu'un titre amène toute une... C'est plus, mais parce que, faut pas oublier que le commandeur des croyants, ici, il est descendant du prophète Mohammed. Hein. Donc on est dans un monde, on est dans le spirituel. C'est une question de foi. Oui. Voilà. Donc vous avez parlé d'Israël. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Vous savez, moi lundi, j'ai un colloque à Tanger, un centre de recherche sur le judaïsme du nord du Maroc. Et on a avec nous des universités marocaines, on a l'université hébraïque de Jérusalem, on a Ben Gurion, ils vont travailler avec nous, ils vont faire partie de ça. Et il va y avoir des officiels qui vont venir et on va travailler sur ce problème du judaïsme marocain. C'est incroyable le nombre de thèses que les musulmans font sur le judaïsme actuellement. Vous savez, quand on a fait la Hiloula de Meknès, Sadikim de Meknès, les 10 Sadikim de Meknès, il y a un mois, on a reçu 500 personnes venant d'Israël
avec 10 grands rabbins, des gens qui sont venus, ils sont venus comme, vous savez, c'était un océan de sympathie. Mais moi, je suis resté résident. Si je fais ça, je peux plus travailler. Ils vont me noyer. Et monsieur, est-ce qu'il y aura une renaissance de la communauté juive? Vous savez, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que une renaissance soit possible, que tous les éléments soient prêts pour recevoir celui qui veut venir, qu'ils soient accueillis, aidés pour pouvoir rentrer. S'ils veulent venir, ils peuvent venir. S'ils veulent partir, ils peuvent partir. Mais ce que je veux plus que tout, c'est que où qu'ils soient dans le monde, ils soient marocains. Le problème aujourd'hui de résidence n'a plus d'importance. Le problème, c'est pas la résidence, c'est l'affection et les liens affectifs qu'on peut avoir avec un pays. Et que garder les traditions marocaines, garder l'amour du pays, sauvegarder, préserver le patrimoine, tout type de patrimoine, parce que c'est très important pour nous. On ne s'était même pas aperçu, nous, de la richesse de notre patrimoine. Au fur et à mesure que les études arrivent, on s'aperçoit qu'on a une vraie richesse patrimoniale au Maroc, qui a été, on ne va pas dire occultée, mais on va dire écartée. Mais elle a explosé. En Israël, ils ont été tellement loin dans le fait de vouloir casser que ça a solidifié. Casser? C'est-à-dire, bon, ils n'ont pas cassé, ils ont essayé de minimiser, de dire, bon, les Marocains, ils savent rien, c'est des ignares, oh, c'est pas vrai. Quand vous voyez maintenant le directeur de la Bibliothèque nationale qui dit que la production des juifs marocains littéraires était 3 fois plus importante que celle des musulmans. Donc il y a eu une richesse. Il y a une richesse patrimoniale, il y a des livres, il y a énormément de choses. Et ce centre-là, il va regrouper tout ce qui concerne le judaïsme de séfarade du nord du Maroc. Et M. Amselem m'a dit que vous visiterez prochainement le Mexique. Bon, on veut vous inviter. J'ai dit que si on m'invite au Mexique et qu'on prépare quelque chose de bien, je peux venir présenter le livre. Ce livre, il a été présenté au Sénat américain, au MoMA de New York, à l'Institut du monde arabe et à la Bibliothèque nationale ici. Et chaque fois, on a fait une soirée avec la communauté, la plus grosse institution communautaire là-bas. Et on a profité de faire une soirée œcuménique, c'est-à-dire dans laquelle on décore du commandeur de l'ordre du trône, un rabbin, un imam et un archevêque, qui sont réputés pour être des gens qui font le dialogue interreligieux. Durant vos gestions, quel est selon vous le moment qui vous a marqué? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. D'abord le fait qu'un jour, quand Torah m'a convoqué pour m'annoncer qu'il envisageait de nommer un juif à la tête d'un ministère dans le nouveau gouvernement. Donc j'ai remercié le roi, j'ai salué son initiative, mais j'ai été extrêmement étonné qu'il me demande à moi d'être ministre.
Et donc, je me suis retrouvé complètement désemparé, puisque je ne m'attendais pas du tout à cette marque de confiance du roi. Et donc, quelques jours après, j'ai été nommé ministre et ça a été donc un grand moment de ma vie. L'autre événement qui m'a marqué, c'est l'affaire Egos. Vous connaissez l'affaire Egos de Piscez? En 1961, il y a un bateau. Ah, le bateau qui a coulé. 44 Voilà, se sont noyés. Et ces 44 rangs qui sont morts à quelques kilomètres de la côte marocaine. On a appris dans les années 82-83 que les corps avaient été enterrés au Maroc. 23 corps avaient été enterrés au Maroc. Et qu'à la suite des interventions d'un certain nombre d'associations israéliennes et des familles, plus notre action, le roi avait accepté de laisser partir les corps en Israël à titre humanitaire. Et donc, je fais l'histoire courte, j'ai été chargé de faire l'exhumation et le transfert. Donc j'ai été à l'Ousemas et durant 3 jours, j'ai assisté, conduit l'exhumation de ces corps et je les ai raccompagnés dans un avion spécial en Israël avec les rabbins qui lisaient les Tehillim durant tout le voyage. Et puis ensuite, j'ai assisté aux obsèques nationales de ces gens-là. Et j'avoue qu'il y a certaines scènes de cette exhumation et de ce transfert qui m'ont marqué à vie. Il s'est passé des choses incroyables. Une chose incroyable, c'est que quand on a fini les exhumations, on a voulu faire les kaddish et lire les Tehillim. Et donc le rabbin dit, vous savez, c'est quand même incroyable que ce soit le 23e Tehillim alors qu'il y a 23 corps. Et puis on commence à lire le Tehillim. Et vous savez ce qu'il y avait écrit dans le Tehillim? Et Dieu vous ramènera du fond des océans. Moi, je suis resté bloqué. Alors, je lui dis, mais je voudrais quand même calculer exactement combien. Vous avez dit 23, mais il n'y a que 22 corps. Il n'y a pas 23 corps. Alors, il dit, non, monsieur Berdiou, vous vous trompez, il y a 23 corps. Je dis, mais non, il y a 22 corps. Il dit, non, mais cette dame, elle est enceinte. Voilà, ce genre de choses-là, ça te met dans une situation où tu touches des franges de choses que tu ne contrôles pas. Et ça m'a marqué. Ah oui, c'est surprenant. Voilà. Eh bien, moi, en tant que juive libanaise, je crois personnellement que seul un juif arabe peut réussir la paix entre Israël et les Palestiniens. Je sais que vous avez une certaine opinion et Écoutez, plusieurs travaux, non? depuis 1987, je travaille et je fais ce que je peux pour aider à l'instauration d'une paix juste, durable, qui règle définitivement les problèmes entre les Palestiniens, les Israéliens, les Juifs et les Arabes et les musulmans. Depuis 1987, j'ai assisté, j'ai
été membre de plusieurs associations. Et la première réunion des Juifs séfarades avec les Palestiniens à Tolède, j'en ai fait partie. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Abou Abbas, Abou Mazen. Et donc, on peut dire que je suis un des premiers à avoir parlé directement avec les Palestiniens. Puis après, j'ai eu d'énormes contacts avec Yasser Arafat, et avec lequel j'entretenais des relations, disons, les plus confiantes possibles, puisque moi, je m'étais investi dans la recherche de la paix. Donc, il fallait que j'arrive à maintenir un lien solide, de confiance totale, pour pouvoir aboutir à créer des liens. Je veux raconter une histoire qui était un ratage pour moi, un véritable ratage. En 2000, Yasser Arafat était ici, au Maroc. Il revenait de Camp David II. Et avec Barak. Et tout le monde était content parce qu'on disait il y a la paix, il va y avoir la paix. Mais quand il est arrivé, je lui ai dit, mais monsieur le président, pourquoi vous n'avez pas accepté le plan de paix qu'on vous proposait? Mais il m'a dit, aujourd'hui, on va vers la paix, et je veux que vous, les Juifs marocains, vous nous aidiez à avoir des liens avec la société civile israélienne. Parce qu'on se connaît derrière des tables de réunion, mais on ne se connaît pas. Ils ne nous connaissent pas, et nous ne les connaissons pas. Donc, on doit commencer à se connaître. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, je dis, moi, écoutez, je viens de faire un concert à Paris il y a 6 mois, avec une juive et une marocaine, de musique marocaine, en arabe et en hébreu. Je vous propose de faire une soirée à Ramallah, avec ce concert, dans lequel on inviterait une centaine de véhicules israéliens. Mais vous assistez à la cérémonie, et on fait un repas cachère, et on fait tout ça. Il m'a dit, pas de problème. Je suis entièrement d'accord. Et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et puis, la contre-valeur, après ça, on fait le même concert à Tel Aviv, et on invite 100 Palestiniens de haut rang là-bas. Et on commence à mettre les choses en place. Oui, d'accord. J'ai rendez-vous avec lui au mois de septembre. Ce que je viens de vous dire a été écrit par Yasser Arafat dans les journaux palestiniens et à la télévision. C'est quelque chose de... On m'appelle, on me dit non, c'est impossible, il doit aller voir Poutine et tout ça. On reporte un mois après. Et qu'est-ce qui se passe? En septembre 2000, l'escalade des mosquées, l'intifada, et tout explose. Donc moi, je me dis, il y avait une vraie chance de faire la paix, et ça n'a pas marché. Voilà. Mais quelle est selon vous la solution? La solution, je ne la connais pas. Je ne connais pas la solution et je suis pas, moi je suis, comme je dis toujours, je ne suis pas un acteur. Je suis, comme on dit en français, dans le trou du souffleur. Dans le théâtre, celui qui est en bas, qui parle avec les gens. Moi je ne suis pas dessus, je suis dessous. J'essaie d'aider les gens. Aider. Si on me demande d'aider, j'aide. Et je fais le maximum
pour que vraiment, vraiment, il y ait la paix. Avez-vous un message pour les Marocains, pour les Juifs, par exemple, d'Amérique latine, d'origine marocaine? Je leur demande de rester ce qu'ils sont. Des Juifs marocains attachés à leurs valeurs, à leurs traditions, parce qu'elles valent la peine d'être préservées, sauvegardées et promues. Et il faut qu'ils soient des agents de paix et de sérénité. Il faut qu'ils soient les champions de la tolérance. Parce que c'est ça notre vocation. C'est ça qui peut être notre rôle. C'est ça à quoi on peut servir pour Tikkun Olam.